pizza. Les ingrédients, on a l'habitude des ingrédients, on les connaît, on voit comment ils réagissent avec l'eau. Donc, je connais mes farines, celles que j'utilise habituellement pour le pain. Là, j'ai utilisé une farine type 00. On en trouve aux États-Unis, hein, elle est importée même. Là, c'est de la bio en type 00. C'est fait exprès pour faire de la pizza. C'est une farine qui m'a l'air moulue extrêmement finement. C'est vraiment, c'est très, 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 très fin. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Donc, ce qu'on m'a dit, j'en ai parlé avec des copains qui sont des pros du sujet, c'est que ça fait des pizzas encore plus croustillantes. Donc ça se trouve aux États-Unis. Donc, on va faire 2 batchs différents. Le premier batch que j'ai démarré ce matin, il est fait avec cette farine-là. Donc, j'espère que ça ne va pas nous occasionner des problèmes de mise en œuvre. On va découvrir ensemble. S'il y a des soucis, on va essayer de les traiter. Et après, sinon, j'utilise la même farine que celle qu'on a utilisée pour faire le pain l'autre fois. Hein. C'est de la farine à pain, la bread flour, qu'on trouve très, très facilement aux US. Évitez tout ce qui est farine blanchie, trafiquée, enrichie. C'est juste bidouillé, c'est juste du processed food. C'est à fuir comme beaucoup de choses aux US qui sont trop industrielles. Qu'est-ce qu'on a après? L'eau. Les proportions, je redis les proportions, je te l'avais envoyé, mais c'est en gros 500 g de farine, 300 g d'eau. La différence par rapport au pain, c'est qu'on va rajouter de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe environ. Ça fait 20-25 g. Du sel, toujours 9 g par 500 g de farine. Et la préparation de levure, activation de la levure, comme on avait pu faire pour le pain à la levure. Voilà, donc ceux qui ont assisté à l'atelier sur le pain, vous reconnaissez beaucoup de choses. Il y a des choses dans le chat, il y a des questions? Non, il n'y a rien. Donc en fait, ce qu'on va faire pour ceux qui participent pour la première fois, c'est qu'on enlève les micros pour pas qu'il y ait d'interférence. Mais si vous avez des questions, spontanément, vous pouvez les poser. Ou alors, vous utilisez le chat qui est disponible en bas de votre écran. Et à ce moment-là, je peux poser la question directement à Arnaud. Excusez. Oui. Est-ce que vous pouvez redire la quantité de sel et les proportions de levure, s'il vous plaît? Je redis ça. Donc, 500 g de farine, 300 g d'eau, légèrement tiédi, hein, c'est-à-dire à peine 30 degrés, 25, 27 degrés. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 9 g de sel. Et je mets un sachet entier de levure. Si on a le temps et si on l'a fait fermenter pendant longtemps, on peut mettre un demi-sachet pour pas que ça aille trop vite. Moi, je mets un sachet entier. Donc, je rappelle ce que je faisais pour ceux qui n'avaient pas assisté à l'atelier sur le pain. Je prends de l'eau tiède, je rajoute un petit peu de sucre. Alors, il s'est dit une chose, je n'ai pas voulu intervenir parce que ce n'était pas le centre du débat. Il y a eu plein d'essais de faits. Il y a une légende qui dit que le sel, ça tue la levure. Ça ne la tue pas du tout, mais ça la ralentit. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'éviter de mettre en contact directement le sel et la levure. Mais ça ne la tue pas si on laisse la fermentation se faire, elle se fait quand même. Le sucre en excès, c'est-à-dire une très grande quantité de sucre, finit par asphyxier la levure. Mais le sucre, c'est la nourriture, qu'il soit lent ou rapide, donc que ce soit du sucre ou de la farine, c'est la nourriture des levures. Donc, ce que je fais pour activer et que ça aille plus vite, c'est que je mets un petit peu de sucre. On ne le sentira pas dans la pâte parce qu'il va être complètement transformé par la levure. Un petit peu de sucre au démarrage pour activer un peu plus rapidement la levure. Donc, c'est le sucre en excès qui étouffe un peu la levure, mais le sel ne la tue pas, il la ralentit, et le sucre en quantité raisonnable, au contraire, l'accélère, la fermentation. On démarre comme vous voulez. Alors, en fait, j'ai une question. Il y a Anna qui dit qu'il est très dur de trouver bread flour pendant le coronavirus. Est-ce que la all-purpose va aller? Ouais, ça doit marcher. Ça sera moins bien, moins facile d'avoir un joli réseau de gluten, mais oui, ça marche. D'ailleurs, pour tout vous dire, là, j'ai fait moitié-moitié, moi, dans la pesée que j'ai faite. Donc, on va faire celle que j'ai préparée ce matin, c'est la farine italienne super fine, là, que je ne connais pas du tout. Donc, on va découvrir ensemble. Ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air chouette. C'est de la farine, je disais, importée. Je ne sais pas si celle-là est mieux que les autres. C'est la première fois que je l'essaye. Et sinon, le deuxième batch, celui qu'on va faire ensemble,
C'est moitié bread flour et moitié all-purpose. Il y a Gabriel quand qui a on une démarre. question. Tu peux la poser ta question. Ma question était, est-ce qu'on a combien De sel? sel on a besoin? On a besoin de 9 grammes de sel. Ok. Alors, en fait, pour répondre à une question qui avait été posée dans le chat, ici, dans nos recettes, dans nos ateliers, on pèse toutes nos proportions, parce que c'est comme ça qu'on fait d'ailleurs en général en France, on est plus habitué au gramme. Et donc, tout ce qui est en onces, et, ou alors en millilitres, ou voilà, Arnaud, il pèse, donc il donne en grammes. Parce que j'ai une culture du métrique et que c'est assez difficile, même si on est obligé, quand on fait de la cuisine, de se mettre à l'impérial measurement, c'est quand même pas super facile. Mais ouais, on donne ça en mesure. En fait, la réponse est qu'on ne sait pas. Pour ceux qui veulent savoir en conversion, il faudrait aller vérifier, faire un Google. À ce moment-là, prendre la recette avec le poids et essayer de voir. Mais c'est quand même le plus exact en termes de proportion. Ouais, j'ai donné mes recettes à des copains américains, ils les ont traduites et puis Voilà. je ne l'ai pas fait. Et puis aussi, il y a beaucoup de livres de cuisine qui ont des tables de conversion Ouais, j'en ai même une grammes ici. à once et puis à cup. Donc, on peut tout faire ça facilement. Bon, j'en ai même une là, hein, si vous voulez qu'on regarde. Donc, ça serait un quart de once pour le. Non, même pas, un peu plus que ça. Donc, c'est. Ça serait 3/8 d'once pour le sel, à peu près. Ce serait 11 fluide once pour l'eau et quasiment un pound de farine. Un tout petit peu plus. On démarre? On démarre, Stéphanie? Pardon? Oui. Je vais muter. Allez, super. Bon, on démarre par l'activation de la levure. Donc, on verse la levure. Donc, j'ai pris de la rouge, de la à réactiver. Je rappelle, il y a rouge, il y a bleu. La bleue, elle est plutôt pour les machines à pain. On n'a pas besoin de la réactiver, mais ça marche un peu moins bien. La rouge, il faut la réactiver. La réactiver, c'est quoi? C'est qu'on la dilue dans un peu d'eau tiède, comme ceci. Je rajoute un petit peu de sucre. J'en ai mis beaucoup, tiens, pour le coup. Là, la quantité, c'est genre une cuillère à café. J'y suis allé un peu fort, là. Ok. Donc, pour reparler de la farine, si vous voulez essayer la farine italienne, il faut acheter de la type 00. Donc, ça colle un peu la farine, c'est la levure. Allez. Donc là, on va attendre que ça bulle, une dizaine de minutes à peu près. Le temps que ça bulle. Et pendant ce temps-là, on va préparer. Et je me suis encore planté, j'aurais dû le faire dans le sens inverse. Le mélange eau farine. Donc là, j'ai mes 500 g de farine, mes 300 g d'eau tiède. Là, je vais remettre encore un petit peu. Le micro-ondes, ça va pas bien pour ça. Bon, j'utilise ça, c'est vachement pratique. Ça coûte une quinzaine de dollars. C'est un thermomètre infrarouge avec une visée laser. C'est super pratique. Et ça se trouve partout. C'est très pratique aussi quand on fait du travail avec le sucre ou avec le chocolat.
Là, on est un peu au-dessus, mais en fait, on va mélanger. Voilà, je suis à 25 degrés, 25-26 degrés. C'est parfait. Celsius. Oui, Celsius, bien sûr. Et on y va donc. L'eau, la farine, et on mélange. J'aime bien faire ça comme ça, je tourne mon plat. Comme ça me permet d'être homogène. On peut le faire au robot, mais je ne trouve pas grand intérêt, donc je le fais à la main. Petite question, je ne me souviens plus, le sachet de levure, il fait combien de... C'est quoi son poids? C'est 7 grammes. C'est ça. 7 grammes ou 7 onces? 16 grammes et un quart de ose. Ok, merci. Voilà, là, il n'y a pas de... Il n'y a ni complexité ni astuce, il faut juste mélanger. Faire en sorte que l'eau soit absorbée. Le seul truc que je fais à la fin, c'est que j'aplatis. Parce que je vais utiliser ce creux-là pour y incorporer ma levure tout à l'heure. Voilà. Et là, je vous laisse. Si vous avez les moyens de laisser de une demi-heure à 1h30, ça fait déjà une préfermentation. C'est ce qu'on appelle une autolyse. Ça permet de pétrir un peu moins longtemps et d'avoir un bon résultat de développer du gluten après. Après, ouais. Donc là, ce qu'on n'a pas ajouté, c'est l'huile d'olive. Et le sel qui nous reste à ajouter. On fera ça au moment du pétrissage. Même j'ai une cuillère. Tu l'as mise pour le... Ah, exact. Tant pour moi. Au moins, il y en a une qui suit. Bon, là, de deux choses l'une. Soit on attend de pouvoir incorporer, mais on va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait avec la pâte à pain, c'est-à-dire on incorpore la levure au milieu, et ensuite on met le crochet à pétrir, on pétrit. J'aime pas donner de temps, il faut voir qu'on a un bon réseau de gluten et que la pâte est bien lisse, bien homogène et qu'elle se décolle des bords. C'est le meilleur indicateur. Soit on attend donc que la levure soit réactivée correctement, soit je bâcle cette version-là et on aura un moins bon développé pour nous. Ce soir, je vais me faire engueuler parce que la pizza sera moins bonne. Je pense que si on fait une version rapide de l'enregistrement, on ne peut pas attendre. Sauf qu'on va avoir zappé une étape. Alors, on ne va pas la zapper, on va la faire. Tant pis. Donc là, ouais. La levure, elle est insuffisamment réactivée. Hein. On voit qu'elle commence un peu à s'homogénéiser, mais elle ne fait pas de bulle. Donc, c'est un peu trop tôt pour l'incorporer. Il faut attendre encore au moins 10 minutes. Entre 5 et 10 minutes, pardon. Donc, une fois qu'elle aurait assez bullé, on la met sur la pâte. On enlève le bout là qui nous restait parce que ça fait beaucoup, sinon on l'a perdu. Et donc là, je reprends les bords avec 2 doigts, je les ramène. Je vais essayer d'emprisonner, mais j'ai mis beaucoup d'eau, la levure à l'intérieur. J'ai pas réussi, j'en ai qui est sorti. J'avais réussi sur la pâte à pain. Là, j'ai mis un peu beaucoup d'eau. C'est pas très grave. L'idée, hein, pour éviter de ralentir le processus, c'est de ne pas faire entrer en contact directement le sel et ma levure. Donc là, on va au robot, on peut crochet de pétrissage. Alors, si vous n'avez pas de robot, ça se fait à la main aussi, hein, de la même façon. On continue ce que j'étais en train de faire à la main sans utiliser le robot. Ça se fait aussi, ça prend un peu plus de temps, mais ce n'est pas du tout un problème. On va incorporer nos 2 cuillères à soupe
d'huile. Donc là, Arnaud, en fait, j'ai une question parce qu'on demande s'il n'y a pas de temps de pause de la. Attends, on va sortir de cette pièce comme l'autre fois parce que avec le. Attends, 2 secondes. Pas bon. 2 secondes. Crac. Voilà. C'était quoi la question? Désolé, j'ai pas pu entendre la question. Parce que là, on a accéléré le processus parce que voilà. Mais normalement, après avoir mélangé la farine et l'eau tiède, tu aurais Oui. laissé reposer. Non, d'abord, je pétris ce qu'on est en train de faire. Une fois que la pâte est pétrie, je la sors et je vais lui donner un petit tour. Je vais vous le montrer. On va le faire là tout à l'heure pour lui donner un peu de force. Et après, je vais la laisser fermenter, oui. On va la laisser fermenter entre 2 heures et 7-8 heures. Ça dépend des conditions, ça dépend de la température. C'est un processus de fermentation, donc il y a plein de paramètres. Mais en gros, on va attendre que la pâte ait au moins doublé de volume. D'accord. C'est un bon indicateur, ça. Donc là où on est allé un peu vite, c'est simplement que on n'a pas attendu que la levure réagisse complètement. Tu aurais attendu un peu plus longtemps. Oui, qu'elle s'active plus que ça. J'ai vu une question. Non, on n'utilise pas de baking soda avec des processus de fermentation. On laisse les bébêtes faire leur boulot et on ne met pas de chimie. Mais excusez-moi, mais il y avait 2 attentes. Il y avait d'abord le mélange eau et farine, et là, il y a une attente. Puis après, vous pétrissez, et là, il y a une longue attente. Est-ce que je suis correcte dans le processus? Vous avez raison. Vous avez raison, mais le premier repos, il est optionnel. Ça fait gagner un peu de temps après. Et c'est vrai que ça marche bien. Moi, j'ai fait plusieurs essais et c'est bien de laisser reposer. Mais ça rajoute un peu de complexité parce que ça fait une étape en plus. Mais vous étiez totalement dans le vrai. Oui, cette étape est optionnelle. Donc, d'accord. Merci. On commence à avoir des effets à partir d'une demi-heure de mélange farine-eau et jusqu'à 3 heures. C'est intéressant. Mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être utile quand vous êtes en train de faire autre chose ou vous allez à un rendez-vous et vous avez laissé la farine et l'eau. Ce n'est pas du tout un problème de les laisser en contact, commencer à fermenter avant de mettre la levure. C'est au contraire très bien. Merci. C'est tout un tas de petites choses qui permettent d'être flexible. On en a parlé pendant le pain. De mettre par exemple au frais, ça permet de ralentir sa fermentation pour pouvoir synchroniser le moment où on va avoir besoin de sa pâte par rapport à son emploi du temps. Ça, c'est des petites choses. Au fur et à mesure qu'on le fait, on voit bien comment la pâte fermente et on s'adapte. C'est assez permissif et puis c'est marrant de jouer avec ça, quoi. On peut aussi faire des fermentations pendant toute la nuit. On peut faire la pâte la veille, la mettre au réfrigérateur et la faire pour le lendemain midi, par exemple. Ça pose aucun problème. Ça marche très bien. J'ai fait un peu ces tests-là avec la pâte à brioche. Ouais, c'est très bien. Alors, surtout avec la brioche, ça développe, quand on laisse une fermentation lente, ça a tendance à développer plus de goût, plus de richesse organoleptique. C'est intéressant de laisser des fermentations lentes. C'est aussi pour ça que parfois, on met très peu, on met beaucoup moins de le mot en français, de levure, pardon, que ce que j'ai mis quand on veut une fermentation lente et on laisse les bébêtes bosser un peu plus longtemps. Oui, j'ai ajouté déjà, j'ai vu la question passer, j'ai ajouté l'huile d'olive, ça a été filmé quand on était dans le robot, pendant le pétrissage. On peut le faire avant, on peut le faire après, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Donc on a répondu à ça, je regarde un peu les questions. Crac. Ok, donc pendant qu'on attend que ça se pétrisse, on va retourner voir où on en est. Hop. Donc là, on voit la pâte, elle est encore très grumeleuse. On va augmenter un peu la vitesse. Et on voit déjà que ça commence, il y a des petits filaments qui se forment. On voit le réseau de gluten qui commence à apparaître. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore ajouté qu'il faut ajouter? Quiz. Qu'est-ce qu'on a oublié d'ajouter? Yes. Qui c'est qui est là? Bravo, Estelle. Estelle. Donc là, on voit bien que la levure, elle est rentrée dans la pâte, il n'y a aucun problème.
on peut y aller. Encore une fois, hein, même si par inadvertance, on met en contact le sel et la levure, ça va prendre un peu plus de temps, mais rien n'est perdu, on peut continuer à garder la pâte. Il n'y a aucun souci. Donc, je vais baisser un peu la vitesse pour pas que ça nous casse les oreilles. On va le laisser faire parce que je ne vais pas jeter ça. Ça va nous servir à faire la pizza party familiale ce soir. On va passer à la pâte qu'on avait déjà préparée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Après le pétrissage là-bas, on décolle la pâte du bol. On aura huilé un saladier. Donc, j'huile un saladier préalablement. Je décolle la pâte et je la mets dans le saladier pour qu'elle puisse fermenter. Je la recouvre avec soit un papier film, soit si vous avez ça, c'est très pratique, une espèce de petite charlotte alimentaire. Pourquoi on fait ça? Pas du tout pour que ça reste au chaud, mais pour éviter que ça croûte. Donc, le seul intérêt est d'éviter le courant d'air sur le dessus de la pâte qui dessécherait la surface et nous ferait une croûte qu'on aurait beaucoup de mal à revoir après quand on travaillerait la pâte. On demande la vitesse du KitchenAid pour le pétrissage. Alors, je répète un truc qu'on trouve dans la doc de KitchenAid. Normalement, il ne faut pas dépasser la vitesse 2. C'est assez bas en vitesse. Moi, j'utilise de temps en temps la vitesse 3. Donc, on va dire que je mélange les ingrédients entre la vitesse 1 et 2 et que je fais un début de pétrissage en vitesse 2 et que je finis les 2-3 dernières minutes en vitesse 3. Sur le mien, alors je ne sais pas si tous sont la même vitesse, mais là, pour vous donner une idée, là, je suis à vitesse 1 sur le mien. Et là, en vitesse 2. OK? Et la question suivante, c'était, si tu pouvais répéter, comment on sait que l'on a suffisamment pétri la pâte? On l'avait montré dans l'atelier pain, mais on va considérer effectivement que tout le monde ne l'a pas suivi. Vous voyez, là, il y a encore beaucoup de grumeaux. La pâte, elle n'est pas du tout lisse et elle ne se décolle pas toute seule du bord. Donc, elle n'est pas assez pétrie. Il y a un autre test aussi. Si je la prends entre deux doigts, elle se déchire toute seule. Elle n'est pas du tout prête. Il n'y a pas du tout de réseau de gluten. On vous renverra les slides. Sur les slides, je montre une pâte prête et une pâte pas prête. Là, les slides du pain, demandez-les à Stéphanie, elle pourra vous les envoyer. J'ai pris en photo un pétrissage fini et un pétrissage en cours. Le pétrissage en cours, vous l'avez vu là. La pâte reste grumeleuse. Elle ne se détache pas toute seule des bords. Et elle ne s'étire pas sous les doigts, elle casse. Pour garder une pâte qui est... Voilà, vous voyez la différence, elle va se déchirer encore un petit peu, mais elle s'étire beaucoup mieux. Alors, on va fleurer son plan de travail légèrement. Donc, avec les proportions de pâte que tu as données, on peut faire 4 petites pizzas. 4 pizzas, ouais. Okay. Bon, on y va. Donc là, j'ai transféré, je vais arrêter, sinon on va pas s'entendre. Donc là, j'ai transféré une de mes boules de pâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un peu de force. Donc là, je rabats. Vous avez vu la manip. Donc je rabats d'un côté, je retourne, je rabats de l'autre. Je fais ça sur l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais bouler la pâte. Donc, je le fais doucement. Je passe en dessous et j'appuie légèrement. Je repasse en dessous et j'appuie légèrement. L'idée, en fait, est de tendre la partie supérieure de la pâte pour la faire passer en dessous pour donner de la tension et de la structure à ma boule de pâte. Je ne vais pas trop le faire parce que j'ai un développement qui était assez important. Là, on voit, j'ai une jolie bulle. J'ai décidé de ne pas dégazer. Je trouve que dégazer, ça pose un problème. On n'utilise pas de rouleau à pâtisserie pour faire une pizza. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, on va venir écraser les bords. Et quand on écrase les bords, on n'a aucune chance. On n'en aura pas à chaque coup. Hein.
mais on n'aura aucune chance d'avoir les petites bulles sur le bord de la croûte qui viennent vraiment gonfler, qui deviennent croquantes et qui sont assez sympas, qui donnent une pizza vraiment authentique. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on met ses doigts comme ça, on croit un peu, et on vient appuyer et étirer la pâte. On tourne et on appuie. En fait, je viens de l'intérieur vers l'extérieur. On le sent d'ailleurs au doigt. Hein. Là, si vous pouvez le sentir, on sent bien que j'ai des bulles. 5 minutes until it's stretchy. Okay. And then we put it in a oiled bowl. Il y a quelqu'un qui n'est pas muté. Yeah. Okay. Okay, yeah. And then we, oh, look how he's, Tu peux muter, s'il te plaît, Julia? this is Merci. the thing that's the hard part, I think. Why is he doing a mini pizza? I don't know. Stéphanie, tu peux muter, s'il te plaît? Julie, merci. Donc, en gros, là, je viens appuyer du centre vers les bords. Et je viens tirer. Et là, je tourne et je viens tirer de façon homogène pour pouvoir étendre ma pâte. Et là, en fonction de ce que vous aimez, hein, vous venez plus ou moins affiner le centre de votre pâte. Voilà. OK? Donc, à ce stade-là, comme on n'a pas les fours qui vont bien, si on ne fait pas cette étape-là, on n'arrivera jamais, alors même avec une pierre, moi, je n'ai jamais réussi à avoir quelque chose de vraiment croustillant et de vraiment caramélisé en dessous. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une plancha en fonte que je préchauffe et on va faire une première cuisson du fond de la pâte ici dans la plancha. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pâte. Alors, je n'ai pas de pelle à pizza, mais j'en achèterai une avec mon four. Comme ça, je serai équipé. Hop, là, je transfère ma pâte. Et on va la transférer ensuite directement dans notre poêle en fonte. Et on peut continuer à l'étirer un peu pour qu'elle ait la taille voulue. Je fasse gaffe. J'aurais dû mettre un peu de farine au fond, c'était un peu une erreur. Mais normalement, si on la laisse croûter suffisamment longtemps, c'est OK. L'astuce, c'est que j'ai préparé un petit mélange d'huile d'olive et d'ail en poudre. Et je vais en badigeonner le fond de la pizza. Ça sert à quoi? Ça sert à éviter que l'eau de la tomate en fait devienne trop détremper ma pâte. Et puis ça donne un petit goût sympa au bord. Voilà. On voit déjà, sous l'effet de la chaleur, les bulles qui sont en train de ressortir. Donc là, je vais éviter de trop en mettre.
Je viens garnir ma pâte, mais sans excès. Et à ce stade-là, je rajoute rien d'autre. Je laisse juste mon fond croûter. Pendant ce temps-là, j'ai préchauffé mon four au maximum. Là, moi, je peux aller jusqu'à 500 degrés. Je l'ai fait à chaleur tournante pour que ça aille plus vite pour le préchauffage, mais après, je passe en mode bake, comme ce qu'on avait fait pour la pâte à pain. Je n'ai pas fait beaucoup d'essais sur le broil. Peut-être que c'est intéressant, mais je ne vais pas donner d'indication là-dessus tant que je n'ai pas fait d'essai. Ça marche bien en position bake. Je viens décoller ma pâte. On t'a pas vu, Arnaud, allumer le gaz ou elle est chaude ta poêle à l'avance? Oui, elle est chaude. Ouais. Mais est-ce que le feu demeure ou c'est éteint et c'est juste la chaleur? Non, non, là j'ai laissé le feu parce que ce qu'on va chercher, c'est avoir un dessous qui croûte. Donc, là, on n'y est pas encore. Donc, dans mon four, j'ai mis aussi ma plaque ma pierre à pizza, ma pierre réfractaire dont je me sers aussi pour le pain. Ouais, tu peux la monter. Alors, j'aime bien quand il y a un peu de pain autour de la pizza, quand c'est pas un truc tout fin avec pas de bord. Après, c'est des questions de goût, mais traditionnellement, c'est plutôt comme ça. Là. Il n'y a pas de questions? C'est bon, Stéphanie? Parce que là, on a une coloration. Ouais, tu peux venir. Là. Voilà, là, on commence à avoir une coloration. On a le dessous de la pâte qui se colore. Les bords ont gonflé, non, aussi? Ah oui, regarde les bords, ils sont magnifiques. Donc là, on a déjà à peu près cuit la pâte. Donc, on va rapidement rajouter. Donc ça, c'est de la mozza Costco. Hein. Je rajoute un peu de parmesan. J'aime bien, ça corse un peu. On peut rajouter encore un peu d'ail en poudre si on veut. Éventuellement un peu d'origan. Et ça, j'adore ça. C'est du poivre de Campote. C'est un truc exceptionnel. Si vous ne connaissez pas, je peux faire un gros plan là-dessus. C'est un produit génial. Donc, c'est un poivre du Cambodge. C'est incroyablement riche en saveur et en odeur. Que tu as trouvé où? Tu peux révéler tes sources? Oui, bien sûr. Vous l'avez là. Spice House, ils les envoient par la poste. Ils ont un système très intelligent. Mais on en aura dans notre futur lieu, si tout ça se finit bien. On aura ce genre de poivre-là. Ça change tout. Hein. C'est le poivre du Campote. Oui, K-A-M-P-O-T. Oui, là, oui, oui, j'ai été là il y a 3 semaines, il y a 3 mois. Voilà, donc là, on a enfourné avec un four qui était bien, bien chaud. Hein. Le témoin de température atteinte était éteint depuis très longtemps. Et là, on va attendre que la mozzarella bulle, en fait. Ça sera notre indicateur comme quoi notre cuisson est OK. Ça prend assez peu de temps. Hein. Si on parle de 2 minutes, 3 minutes, si on arrive à avoir les fours vraiment chauds. Dans un four à 900 degrés, c'est 2 minutes une pizza, hein, des deux côtés. Là, on a fait une première étape.
Ça nous a permis de croûter en dessous, ce qui est très difficile à faire dans un four normal. Et donc, dans la deuxième étape, on va dorer le dessus. Tu nous Et expliques, finir la cuisson. avant de commencer, tu expliquais, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, que tu limitais la garniture, en fait. Tu ne mettais pas grand-chose pour pas que ça humidifie. Pour pas que ça détrempe. Pour pas que ça détrempe la pâte, en fait. Donc, l'idée de faire une pizza où il y a une pâte qui fait un demi-millimètre et cette garniture, ça part d'une bonne intention et j'ai fait ça pendant très longtemps, mais en fait, on n'arrive pas à avoir le résultat qui est plutôt un pain avec un goût qu'un goût avec un fond de pain. Voilà, ça commence à buller, donc, mais je n'ai pas encore la température que je veux sur la croûte. Hein. Ça, c'est toujours les problèmes des fours domestiques. Il y a une question par rapport à la poêle. Est-ce qu'elle est obligatoirement fonte? Non, je l'ai eu fait sur des poêles Tefal. Ça marche aussi. Et quel type de Tefal peut convenir? Moi, j'aime pas le Tefal parce que c'est chimique et parce que ça s'abîme et parce que, voilà, alors qu'une poêle comme ça, en fonte, elle dure plus qu'une vie. Hein. C'est un truc absolument indestructible. Donc, je ne suis pas du tout un fan des Tefal, mais ça marche aussi. Je l'ai eu fait quand on était jeune. On n'avait pas de poêle en fonte, donc on avait une petite Tefal et ça marche aussi dessus. Mais on monte assez haut en température. On fait un peu brûler la farine très légèrement, donc c'est pas génial avec un revêtement chimique avec du Teflon. Et quel type de farine vous avez utilisé? Je ne sais pas là au début. Alors, on a utilisé cette farine-là dans la pizza qu'on est en train de cuire. Je ne l'avais jamais utilisée, donc c'est une première pour moi aussi. J'enlève le reflet. Donc, c'est de la farine italienne. Ce qu'il faut chercher, c'est ça. C'est type 00. 00, d'accord. Très bien. C'est de la farine spéciale pour les pizzas. Elle est très, très fine. Elle est vraiment, quand on l'utilise, elle est d'une granulométrie beaucoup plus fine que la farine normale. Sinon, le deuxième batch qu'on est en train de faire, il est fait avec de la all-purpose et du moitié bread flour. Ah, bread flour, ok. Tout en unbleached. N'achetez pas des farines bleached. C'est ni enrichi ni bleached. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche du grain, des choses simples, des choses naturelles, pas des machins trafiqués et industriels. Donc unbleached, ok. On n'est pas loin d'être bien. On sent le poivre de compote, c'est génial. On sent le pain là ici et le poivre de compote qui nous remplit les narines avec. Il fait une vraie napolitaine. Donc, l'indicateur pour voir que c'est cuit, c'est le fromage qui a fondu et qui fait des bulles. Qui bulle, et puis après, c'est le niveau de la pâte là. On voit qu'on commence à avoir une croûte qui est craquante. On pourrait être encore un peu plus coloré, ce serait sympa. Mais après, on va commencer à être un peu sec. Mais là, on a quand même un résultat qui est assez satisfaisant à l'œil, qui va être très bon au goût. Avec un fond qui est bien croûté. Vous voyez, la pizza, elle se tient. Si je la tiens au milieu, elle ne se casse pas la figure. Ça, c'est très beau. Si je la tiens même sur 3 doigts, au milieu, elle ne se casse pas la figure. Ça, c'est difficile à avoir sans avoir l'opération préalable que je vous ai montrée sur la poêle. Après, vous aurez une pizza qui sera mangeable. Hein. Je pousse un peu le trait pour vous donner toutes les petites astuces que j'ai pu découvrir à force d'essayer de faire une pizza correcte sans avoir de four qui soit suffisamment chaud. Et si on n'a pas de pierre, en fait, comme toi, est-ce qu'on aurait pu utiliser la poêle en fonte directement dans le four? Carrément. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que nous, on a notre petit processus familial où on fait 5 à 8 pizzas dans la soirée. Et en gros, il y en a un qui est ici en train de démarrer sa pizza sur la partie en fonte. On en transfère une, voire 2 dans le four. Donc, ça permet d'avoir un peu deux points de garniture et de préparation des pizzas. Mais on aurait totalement pu prendre directement la plancha là en fonte et la mettre tout de suite dans le four. Ça aurait été parfait. Très bonne question. Et ensuite, on me demande la température du four. Et toi, tu avais dit de mettre au maximum. Maximum.
Parce qu'en fait, en théorie, il faudrait des températures bien supérieures à ce qu'on a dans un four normal. Quasiment, enfin, les fours à pizza, ils vont jusqu'à 900 degrés Fahrenheit. Donc là, hein, il y a Elsa qui est en train de... Donc là, on voit qu'on a un bord qui est bien croustillant. Écoutez, hein. On a un bord qui est bien croustillant. Et on a un milieu qui est bien cuit, qui se tient, avec un beau développé ici, un bel alvéolage. Voilà. Est-ce qu'on aurait pu faire, par exemple, préparer la pâte, la pétrir la veille, par exemple, et la garder? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous faites ça, le mieux, c'est vous préparez la pâte le soir, la veille, vous la mettez au frigo et vous la ressortez le lendemain. Vous faites vos boules, ou même vous mettez, si vous avez la place, vos boules directement dans le plat. Le lendemain, elles vont se toucher, c'est pas grave. Hein. Avec un coup de pâte, on redéfinit le pourtour et puis on fait l'opération. Je vous ai montré de boulage, puis on étale. Aucun problème. Qui demande, on a raté l'étape du sel. Moi, de mes souvenirs, c'était la dernière chose qu'on a mis avant le pétrissage. Pendant le pétrissage, je l'ai rajouté là. Pendant le pétrissage, pardon. La seule chose que j'ai voulu éviter, c'est de mettre en contact direct le sel et la levure pour éviter de ralentir ma fermentation. Alors, la chaleur tournante, oui, c'est ce que tu avais proposé. Tu l'as mis en chaleur. Non, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait de la tradie, mais la chaleur tournante, ça va marcher aussi. On est pendant tellement peu de temps au four, je le fais pas pour le pain parce qu'on a tendance à avoir des dark spots avec le pain, donc je l'évite. Mais pour la pizza, c'est pas un problème, ça reste que 2 ou 3 minutes dans le four. Et est-ce que tu as des recommandations pour trouver une pierre à pizza? Partout. Amazon en a, les magasins spécialisés en ont. Bon, est-ce que c'est bon? Oui. Très bon. Ça a l'air. Tu nous fais saliver. Non, je confirme, c'est très bon. Voilà. Bon, ça ne sert à rien qu'on en fasse d'autres parce que c'est le même process. Répéter une fois. Les affaires reprennent. Oui. Voilà, bah, s'il n'y a pas de questions, on a fini. Hein. Merci beaucoup. On va le faire pendant le week-end. Parfait. Amusez-vous bien. Merci.